En 2022, un pays en guerre choisit un geste déroutant, promettre de soutenir chaque famille de soldats tombés plutôt que d'acheter plus d'armes. Quelques mois plus tard, plus de 10 000 foyers burkinabés reçoivent une aide directe, là où, hier encore, personne ne leur garantissait rien. Que révèle ce basculement sur la façon dont Ibrahim Traoré conçoit le pouvoir, la guerre et la valeur d'une vie humaine? Et si, derrière ces chiffres bruts, se préparait en silence une autre manière radicale de diriger un pays en crise? Ce récit ne se limite pas à une réforme administrative. Il expose l'ambition d'un leadership qui cherche à réparer là où la guerre détruit. La promesse centrale est simple mais décisive: replacer l'humain au cœur de l'action publique afin de rétablir la cohésion d'un pays fracturé. Dans un Burkina Faso frappé par l'insécurité, cette approche offre un bénéfice concret pour la population: redonner un sens au sacrifice, protéger les plus vulnérables et créer un filet de sécurité jusque-là inexistant. Pourtant, l'enjeu dépasse largement la seule assistance sociale. Il s'agit de comprendre si cette stratégie peut réellement stabiliser un pays soumis à des pressions multiples, tout en répondant aux critiques sur la modernisation militaire. Le pari est risqué: consolider la solidarité nationale suffisamment tôt pour éviter que les fractures ne deviennent irréversibles. Et c'est précisément ce qui retient l'attention. Si la guerre se joue sur le terrain, la survie d'une nation dépend aussi de la manière dont elle traite ceux qui la défendent et ceux qui en subissent les conséquences. Deux indicateurs suffisent pour comprendre le tournant: plus de 10 000 familles aidées en un an et une armée dont le taux de désertion chute nettement après l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ces données, apparemment modestes, dévoilent pourtant un glissement profond dans la manière dont l'État conçoit la guerre et ceux qui la portent. Mini révélation: le véritable levier du pouvoir n'a pas été la modernisation militaire, mais la restauration de la dignité de ceux qui se trouvent en première ligne. Au moment où Traoré prend les rênes en 2022, le Burkina Faso vacille sous l'effet des attaques terroristes. Les villages sont pris pour cible, les déplacements deviennent dangereux et une partie de la population vit dans la peur. Dans ce contexte, l'approche classique aurait été d'accentuer l'effort militaire: plus d'armement, plus de dispositifs technologiques, plus de dépenses stratégiques. Pourtant, la priorité choisie est radicalement différent: reconstruire le lien entre l'armée et la nation, comme si la stabilité d'un pays en guerre dépendait d'abord de sa cohésion intérieure. Ce choix se manifeste dès la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense, une mesure qui dépasse la simple assistance matérielle. Elle porte un message moral fort: aucune famille touchée par la perte d'un soldat ne sera abandonnée. Les veuves reçoivent une allocation, les orphelins bénéficient d'un accès garanti à l'éducation, et les anciens combattants trouvent une voie de réinsertion grâce à des centres de rééducation dédiés. Ce geste, loin d'être symbolique, commence à transformer la perception de l'armée. Les soldats ne sont plus réduits à des exécutants, mais reconnus comme des citoyens dont le sacrifice mérite considération. Dans un pays miné par la fragmentation sociale, cette politique agit comme un ciment discret, renforçant à la fois la motivation des troupes et la confiance du peuple envers l'État. Une dynamique nouvelle prend forme. La guerre n'est plus seulement un affrontement d'armées, mais une bataille pour restaurer la dignité collective. La transformation initiée ne tient pas uniquement au dispositif public. Elle se lie aussi à travers des trajectoires humaines qui incarnent cette nouvelle logique de solidarité. L'un des premiers exemples marquants provient d'un camp militaire proche de Kaya, où plusieurs veuves de soldats ont témoigné avoir reçu, pour la première fois, une aide régulière leur permettant de maintenir leurs enfants à l'école. Ce soutien, ancré dans le Fonds de solidarité nationale pour la défense, symbolise un changement de posture. L'État n'apparaît plus comme une entité distante, mais comme un acteur présent dans les moments de perte.
Du côté des soldats blessés, l'ouverture des centres de rééducation illustre la même orientation. Un sous-officier grièvement touché lors d'une opération a pu bénéficier d'une prothèse et d'un accompagnement psychologique. Ce parcours de soins, auparavant inaccessible, lui a permis de retrouver une autonomie et d'envisager une réintégration dans la société civile. Ce type de trajectoire participe à redéfinir l'image de l'armée. Non plus un corps abandonné après le combat, mais une communauté soutenue et valorisée. L'impact de ces mesures se répand rapidement. Les villages concernés constatent une baisse des tensions internes. Les familles se sentent reconnues dans leur douleur et les soldats Bemnenetiosul eux-mêmes expriment une motivation renouvelée. La cohésion nationale, longtemps fragilisée, retrouve un socle plus solide. En filigrane, une idée apparaît. En soignant les blessures visibles et invisibles, le pays se donne les moyens de reconstruire son unité. L'enchaînement des événements qui suit l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir révèle un basculement méthodique, presque chirurgical, dans la manière de conduire un pays en guerre. Le premier déclencheur survient dès les semaines initiales, la mise en place effective du Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce geste, simple en apparence, devient l'étincelle qui ouvre une nouvelle dynamique. Les premières allocations sont versées, les premiers dossiers validés, et les familles jusque-là livrées à elles-mêmes voient enfin un filet de sécurité émerger. Ce mouvement crée un choc d'attente. Si l'État soutient les plus touchés, que pourrait-il encore transformer? À mesure que ces aides se déploient, un second tournant se produit. Sur le terrain, les soldats prennent conscience que leur engagement n'est plus perçu comme une ressource jetable, mais comme un pilier de la nation. Dans plusieurs bases avancées, les commandants rapportent une évolution palpable du moral. Les hommes se battent non par habitude ou par contrainte, mais parce qu'ils sentent que leurs familles sont protégées. Cette inversion de perspective agit comme un carburant. Elle renforce la cohésion, réduit les tensions internes et crée un climat de solidarité plus dense. Le troisième événement marquant intervient avec l'ouverture des premiers centres de rééducation. Jusqu'alors, les blessés de guerre étaient souvent laissés à leur sort, condamnés à des soins incomplets ou à une marginalisation silencieuse. En quelques mois, les premiers modules de prothèses, de soins physiques et de soutien psychologique accueillent une vague de soldats démobilisés. Certains réapprennent à marcher, d'autres retrouvent une stabilité mentale indispensable pour reprendre une vie normale. Cette étape agit comme une seconde promesse tenue. La nation ne se contente pas d'honorer les morts, elle soigne aussi ceux qui ont survécu. Mais c'est dans la réaction de la population que l'on mesure le véritable point de bascule. Les villages autrefois méfiants à l'égard de l'armée réévaluent leur position. Les familles constatent les aides, les veuves témoignent et les orphelins scolarisés incarnent ce changement. La fracture entre civils et militaires, creusée par des années de violence, commence à se réduire. Les cérémonies d'hommage aux soldats tombés, désormais accompagnées d'actes concrets, fédèrent et apaisent. À ce moment, une conséquence inattendue surgit. Le recrutement dans l'armée augmente. De jeunes Burkinabés, voyant que la nation prend soin de ses combattants, s'engagent volontairement. Ce flux renforce les unités, allège la pression sur les soldats actifs et améliore la capacité opérationnelle des forces armées. L'effet domino s'accélère. Une armée plus stable peut protéger davantage de zones, sécuriser des corridors, permettre le retour progressif de populations déplacées. Chaque avancée crée une ouverture qui en appelle une autre. Pourtant, cet élan n'est pas sans contre-choc. Les critiques se multiplient parmi certaines élites militaires, jugeant cette stratégie trop centrée sur l'humain au détriment des équipements modernes. Elles y voient un risque de fragilisation face aux groupes armés mieux équipés. Mais Traoré maintient son cap. Renforcer d'abord la colonne vertébrale humaine
avant d'envisager une montée en puissance technologique. Et cet arbitrage, contre toute attente, produit déjà ses premiers résultats visibles sur le terrain. Une dynamique nouvelle se cristallise. Chaque geste social entraîne un effet militaire. Chaque avancée militaire nourrit la cohésion sociale. La crise, loin de disparaître, devient un terrain où le pays teste un modèle inédit de résistance. Un modèle où la solidarité n'est plus un idéal, mais une stratégie. Au départ, la situation était claire. Une armée démoralisée, un taux de désertion élevé, et des familles livrées à elles-mêmes. Aujourd'hui, le delta est net. Les indicateurs sociaux et militaires progressent simultanément, signe que la stratégie d'Ibrahim Traoré produit des effets tangibles au-delà du discours. Trois mesures structurantes permettent d'observer cette évolution avec précision. Le premier chiffre concerne le Fonds de solidarité nationale pour la défense, qui a soutenu plus de 10 000 familles en 2023. Ce volume n'est pas qu'une donnée comptable, il montre qu'un pays sous pression sécuritaire a réussi à organiser un mécanisme de redistribution fonctionnel, rapide et accessible. Dans un contexte où les institutions étaient jugées fragiles, la capacité à toucher autant de foyers en si peu de temps illustre une montée en efficacité administrative. Ce résultat ne reflète pas seulement la générosité de l'État, il indique également que les circuits de décision, de collecte et de versement ont été stabilisés malgré l'urgence sécuritaire. Le deuxième indicateur porte sur la scolarisation des orphelins de soldats. Plus de 5 000 enfants ont été intégrés dans des programmes éducatifs gratuits en 2023. Cette donnée, qui pourrait sembler périphérique dans un pays en guerre, agit en réalité comme un stabilisateur social. Chaque inscription scolaire réduit le risque de marginalisation, préserve l'accès à un avenir structuré et empêche l'enracinement d'un cycle de vulnérabilité. En offrant cette perspective, l'État transforme un drame individuel en opportunité collective. L'éducation devient un amortisseur de crise, un rempart contre les fractures sociales que les groupes armés exploitent souvent pour recruter. Le troisième repère chiffré concerne la réinsertion des anciens combattants. Près de 1 500 soldats démobilisés ont créé leurs propres activités économiques après avoir bénéficié des centres de rééducation et de formation. Ce résultat témoigne de la solidité du modèle. Un soldat blessé ne reste plus un poids social, il devient un acteur économique capable de contribuer à la dynamique locale. La signification profonde de ce chiffre réside dans sa portée systémique. Chaque micro-entreprise créée restaure un tissu communautaire affaibli, réduit le chômage et renforce l'autonomie financière des familles. La dimension sanitaire ne reste pas en marge. La mise en place de la caisse d'assurance maladie pour l'armée, permettant à plus de 15 000 familles d'accéder à des soins, renforce un sentiment de sécurité hors champ militaire. Quand les soldats et leurs proches peuvent se soigner correctement, la pression psychologique diminue, la stabilité émotionnelle augmente et la capacité opérationnelle s'en trouve renforcée. Les soins médicaux, longtemps considérés comme un luxe dans certaines zones rurales, deviennent un pilier de confiance entre l'État et ses forces. Enfin, ces chiffres, même mis en perspective avec la baisse du taux de désertion et la hausse annuelle du recrutement, dessinent une trajectoire cohérente. La solidarité matérielle devient un moteur stratégique. Les effets s'étendent sur l'armée, la société civile et l'économie locale. L'ensemble de ces données signale qu'une guerre ne se gagne pas uniquement par les armes, mais par la reconstruction progressive du moral, de la dignité et des perspectives. La stratégie mise en place suscite un débat réel, structuré autour de deux positions difficilement conciliables. D'un côté, ses défenseurs soulignent que les réformes centrées sur l'humain restaurent la dignité des soldats, renforcent la cohésion nationale et améliorent la motivation sur le terrain. Selon eux,
Un combattant qui sait que sa famille est protégée, qu'il sera soigné en cas de blessure et que ses enfants auront accès à l'école développe une résilience incomparable. Il rappelle aussi que la baisse de la désertion, la hausse du recrutement et la multiplication des initiatives de réinsertion démontrent l'efficacité de cette orientation. Dans leur lecture, une armée n'est pas une machine uniquement technique. Elle nécessite un socle moral solide, surtout dans un contexte de guerre asymétrique où la volonté et la cohésion importent autant que l'armement. En face, les critiques, principalement issus de cercles militaires et politiques plus traditionnels, soutiennent que cette approche détourne des ressources vitales de la modernisation de l'armée. Ils craignent qu'en privilégiant le soutien social, l'État relègue l'équipement, la logistique et les technologies avancées au second plan, laissant les forces burkinabées vulnérables face à des groupes armés mieux équipés. Pour eux, la priorité devrait être la puissance de feu, la surveillance, la formation tactique et l'acquisition de matériel moderne. Ils estiment qu'une solidarité forte ne compense pas un déficit technologique et que, sans supériorité matérielle, l'armée risque de subir un recul stratégique. Ces deux visions s'opposent, mais cachent chacune un aspect réel du problème. Les partisans de la première ligne rappellent que la cohésion interne est une condition préalable à toute montée en puissance militaire. Les partisans de la seconde avertissent qu'un moral solide ne suffit pas pour inverser le rapport de force contre des ennemis lourdement armés. Ce qui émerge, au final, n'est pas une contradiction, mais une tension structurelle entre deux besoins essentiels: renforcer le facteur humain et adapter la puissance militaire. Un geste change la guerre. Au milieu d'un conflit où les attentes se concentraient sur la technologie et la force armée, un moment pourtant discret a révélé l'intention profonde d'Ibrahim Traoré: partager un repas simple avec ses soldats, loin des caméras. Ce geste, sans protocole ni mise en scène, c'est à déplacer l'équilibre symbolique du pouvoir. Pour les troupes, ce n'était pas seulement la présence d'un président. C'était la preuve tangible qu'elles n'étaient plus seules, que leur engagement était reconnu dans sa dimension humaine. Cette scène a marqué un pivot silencieux dans la manière dont la population percevait l'armée. Dans un pays divisé par des années de violence, la proximité affichée entre le chef de l'État et les hommes du front a déclenché un regain de confiance. Les témoignages venus des villages voisins confirment une évolution. La guerre n'apparaît plus comme une mécanique froide, mais comme un combat partagé. Ce midpoint révèle une vérité structurante. La stratégie de Traoré n'est pas seulement institutionnelle ou sociale, elle est incarnée jusque dans ses gestes personnels. Et cette humanité assumée, dans un contexte de guerre ouverte, devient une ressource stratégique à part entière. Les effets concrets des réformes ne se limitent ni aux cas individuels ni aux symboles. Ils se manifestent désormais à l'échelle de la société burkinabé. Quatre cercles majeurs: les familles de soldats, NN, le tissu économique local, DN, les anciens combattants, ND, et les zones rurales exposées au conflit, KV, ressentent chacun une transformation distincte mais cohérente. Et derrière cette dynamique, la ligne directrice portée par Ibrahim Traoré continue d'agir comme un fil conducteur. D'abord, NN, les familles de soldats. Pour les familles directement touchées par la guerre, les effets sont immédiats. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense garantit un soutien mensuel aux veuves et une scolarisation gratuite aux orphelins. Les témoignages recueillis dans plusieurs localités montrent une chute des situations d'extrême précarité. Des mères, autrefois contraintes de se déplacer pour trouver un revenu, peuvent désormais stabiliser leur foyer. Cette sécurité matérielle réduit le risque de déracinement social, un facteur clé dans les zones où la vulnérabilité
ouvre la porte aux manipulations ou au recrutement forcé. L'État, pour la première fois depuis longtemps, apparaît comme un acteur protecteur et non comme une présence lointaine. Ensuite, DN, le tissu économique local. Les retombées économiques suivent rapidement. L'essor des micro-entreprises créées par près de 1500 anciens combattants, agriculture, mécanique, artisanat, réactive les économies de proximité. Chaque atelier ou exploitation agricole devient d'un point de stabilité dans son quartier ou son village. La circulation économique locale s'intensifie, les échanges reprennent, et les familles retrouvent une source de revenus plus régulière. Cette dynamique contribue à réduire le chômage local, mais surtout à relancer un sentiment d'autosuffisance collective. Produire, réparer, reconstruire plutôt que dépendre de l'aide extérieure. Par ailleurs, ND, les anciens combattants réinsérés. Grâce au centre de rééducation et de réinsertion, les soldats blessés ne sont plus condamnés à la marginalité. Beaucoup, après un accompagnement psychologique et physique, retrouvent une autonomie qui leur permet de participer à la vie civile. Leur présence active au sein des communautés agit comme un stabilisateur social. Ils transmettent leurs compétences, financent des activités et deviennent des exemples vivants de résilience. Leur réussite alimente un discours positif autour de l'armée, renforçant le respect et la cohésion entre civils et militaires. Enfin, KV, les zones rurales exposées au conflit. Dans les villages les plus fragilisés, l'effet le plus visible est la restauration progressive de la confiance entre civils et forces armées. L'amélioration du moral des troupes, confirmée par une étude où 80% des soldats se disent plus motivés qu'avant, se traduit par des opérations mieux coordonnées et des zones sécurisées plus durablement. Le retour partiel de populations déplacées, signalé dans plusieurs régions, montre que les habitants perçoivent un changement réel. La stabilisation de ces zones charnières réduit l'emprise des groupes armés et redonne un espace vital aux activités agricoles essentielles dans l'économie du pays. L'ensemble de ces effets converge vers une même réalité. La solidarité institutionnalisée n'est plus un concept abstrait, mais un moteur concret de transformation sociale et sécuritaire. En redonnant une place centrale à l'humain, la stratégie de Traoré démontre qu'un pays peut commencer à guérir même en pleine guerre. À moyen terme, trois trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune dépendant de la capacité de l'État à maintenir la cohésion créée depuis les premières réformes. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, mais offrent trois cadres logiques pour comprendre ce qui pourrait émerger si les dynamiques actuelles se renforcent, stagnent ou se détériorent. D'abord, scénario de base. Stabilisation progressive. Dans cette version la plus réaliste, le pays poursuit son mouvement actuel. Une armée plus motivée, des familles mieux protégées et une administration plus réactive. Les retombées économiques issues des micro-entreprises d'anciens combattants continuent d'alimenter les économies locales. Les zones rurales gagnent lentement en sécurité et le moral des troupes se stabilise. Les tensions internes diminuent sans disparaître complètement, mais la cohésion générale progresse suffisamment pour maintenir l'équilibre. Ce scénario suppose le maintien des programmes sociaux, un financement constant du fonds de solidarité et une gestion ferme des priorités sécuritaires. Ensuite, scénario optimiste, consolidation et effet d'entraînement régional. Dans cette hypothèse, les réformes déjà amorcées s'enracinent plus profondément et produisent un effet multiplicateur. Les centres de réinsertion accueillent davantage de soldats, les initiatives agricoles et artisanales se renforcent, et un climat de confiance durable émerge entre l'armée et la population. Le Burkina Faso devient progressivement un modèle régional de reconstruction par la solidarité, inspirant d'autres pays du Sahel. L'amélioration des capacités militaires suit le renforcement du facteur humain, permettant une meilleure coordination contre les groupes armés.
Cette trajectoire exige cependant une stabilité politique forte et un engagement ferme contre la corruption. Par ailleurs, scénario pessimiste, retour à l'instabilité dans la version la plus sombre, les ressources s'épuisent, les programmes sociaux s'affaiblissent et la cohésion retrouvée s'effrite. Les critiques de la stratégie actuelle gagnent du terrain, les tensions internes s'aggravent et la pression des groupes armés augmente. Les anciens combattants en difficulté retombent dans la marginalité, les familles de soldats perdent leur soutien et les zones rurales redeviennent vulnérables. Ce scénario ne repose pas sur un retournement brutal, mais sur une lente érosion de la confiance et des moyens, affaiblissant progressivement les fondations sociales établies depuis les premières réformes. Ces trois trajectoires montrent clairement que l'enjeu des prochains mois repose sur un équilibre délicat. Poursuivre la reconstruction humaine tout en renforçant la capacité de résistance du pays. Les réformes engagées ne sont pas seulement des décisions d'État. Elles touchent la vie quotidienne de milliards de Burkinabés, et c'est là que leur portée réelle se mesure. Pour de nombreuses familles, ces changements résonnent comme un rappel que la dignité peut être restaurée même après des années de crise. Les veuves qui reçoivent un soutien stable, les enfants de soldats qui retrouvent le chemin de l'école et les communautés rurales qui voient revenir une part de sécurité perçoivent ces avancées comme une preuve que leur existence compte. Pour les jeunes, souvent confrontés à un avenir incertain, les initiatives de réinsertion et les opportunités économiques créées par les anciens combattants montrent qu'il est possible de bâtir un projet durable malgré la guerre. Les ateliers, les petites exploitations agricoles et les activités artisanales qui renaissent autour d'eux dynamisent les quartiers, ouvrent des perspectives et recréent des espaces de solidarité. Cette visibilité quotidienne rend la transformation concrète, palpable, presque intime. Pour la société civile engagée dans les associations, les comités locaux ou les projets communautaires, ces réformes rappellent que la cohésion n'est pas un slogan, mais un processus partagé. Les actions locales se combinent avec les initiatives nationales pour reconstruire un pays éprouvé. Dans ce contexte, chacun peut trouver une place. Soutenir une famille voisine, contribuer à des activités collectives, participer à des projets d'entrepreneuriat communautaire. Au fond, ce que ces transformations rappellent à chaque citoyen, c'est que la guerre ne définit pas entièrement le Burkina Faso. La capacité à se relever, à prendre soin les uns des autres et à recréer de la stabilité repose aussi sur les gestes du quotidien. Et dans une période aussi fragile, chaque action individuelle peut devenir un point d'appui pour renforcer l'ensemble. Pour que les progrès amorcés ne restent peut-être pas des parenthèses fragiles, le Burkina Faso doit suivre une trajectoire d'action structurée. La vision mise en avant par Ibrahim Traoré fournit déjà des bases solides, mais sa pérennité dépend désormais d'un ensemble de mesures clairement définies, réalisables et mesurables. Première étape, consolider les programmes existants. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense doit disposer d'un financement stable sur 12 mois, accompagné d'un système d'audit simple permettant de vérifier la distribution des aides. Cette consolidation garantit que les familles des soldats ne retombent pas dans une précarité instable et que la confiance bâtie au cours des derniers mois n'est pas érodée. Deuxième étape, renforcer les centres de rééducation et de réinsertion. L'objectif est d'augmenter leur capacité d'accueil et d'étendre les formations professionnelles aux secteurs en croissance, agriculture modernisée, mécanique rurale, artisanat technique. Chaque formation doit être associée à un indicateur: taux d'insertion, nombre d'entreprises créées, revenu moyen des bénéficiaires. Ces données permettront d'ajuster les programmes en continu.
Troisième étape, sécuriser les zones rurales stratégiques. Les opérations militaires doivent être coordonnées avec les initiatives sur les civils. Reconstruction de points d'eau, réhabilitation des marchés locaux, soutien aux coopératives agricoles. En combinant sécurité et services essentiels, les villages retrouvent une stabilité durable. Les unités sur le terrain, déjà plus motivées, voient leur action renforcée par des résultats visibles pour la population. Quatrième étape, créer une plateforme de suivi citoyen, un mécanisme de retour d'information simple, local, accessible, permet aux habitants de signaler leurs besoins, leurs inquiétudes et leurs idées. L'objectif est d'intégrer la population dans le processus de reconstruction et de faire de la cohésion sociale un travail partagé plutôt qu'un programme imposé d'en haut. Si ces quatre axes avancent ensemble, les réformes engagées deviennent une structure durable plutôt qu'une réponse temporaire. Quand Ibrahim Traoré s'est assis à la même table que ses soldats pour partager un repas simple, ce geste semblait anodin. Pourtant, il a résumé en un instant tout ce que le pays cherchait à reconstruire, une proximité humaine capable de recoller des fractures profondes. Ce moment renvoie directement à ces veuves rencontrées dans les camps, à ces blessés réapprenant à marcher dans les centres de rééducation, à ces enfants retrouvant l'école grâce au soutien du Fonds de solidarité. Tous portent la même idée. La dignité peut renaître même au cœur de la guerre. Ce motif de proximité, manger ensemble, écouter ensemble, se relever ensemble, redonne une forme de respiration à une nation longtemps tenue sous pression. Dans chaque village où la sécurité revient, dans chaque atelier monté par un ancien combattant, dans chaque foyer où l'on retrouve un semblant de stabilité, c'est cette même énergie qui circule, celle d'un pays qui refuse de se laisser définir uniquement par ses blessures. Et au centre de cette reconstruction silencieuse, une conviction s'affirme. L'unité n'est pas une abstraction, mais une somme de gestes simples et répétés chaque jour. Une force lente, mais qui finit par tenir. Dans une période où chaque geste compte, la reconstruction du Burkina Faso ne peut pas reposer uniquement sur l'action de l'État. Les communautés, les familles, les jeunes et les anciens combattants participent déjà, chacun à leur manière, à redonner souffle au pays. Mais cette dynamique a besoin d'un élan partagé, une volonté collective de continuer à soutenir ceux qui se trouvent en première ligne, de renforcer les liens entre les villages et de maintenir vivante cette solidarité qui a permis d'amorcer un changement réel. Prendre part à cette transformation peut commencer simplement. Écouter les histoires de ceux qui ont été touchés, s'engager dans des initiatives locales, porter une attention particulière aux familles fragilisées ou soutenir les projets communautaires qui renforcent la cohésion. Chaque action, même modeste, contribue à ce mouvement plus large. Votre voix, vos idées et votre engagement peuvent enrichir ce dialogue national. Partager perspectives et expériences, c'est déjà participer à la refondation du pays. Et dans cette période de transition, chaque contribution est une pierre posée sur le chemin d'une stabilité durable.